Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire, la polémique éclose en Tunisie. Le Premier ministre Mehdi Joma a déclaré qu'il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Il met ainsi fin aux rumeurs sur ses ambitions politiques. Les forces de libération africaines font leur grand retour en Mauritanie. Le mouvement a abandonné la lutte armée, mais passe au combat de toujours, la lutte contre les discriminations. Et le déficit de la balance commerciale du Cameroun se creuse. Au premier semestre 2014, il s'est élevé à 678 milliards de francs CFA. Il n'y aura donc pas de duel entre l'actuel président tunisien Moncef Marzouki et le Premier ministre Mehdi Joma. Le chef du gouvernement a en effet assuré qu'il ne briguerait pas la magistrature suprême le 23 novembre prochain. Une annonce qui devrait apaiser la classe politique où les réactions étaient vives ces dernières semaines. Anan Farou. Président, candidat. Depuis ce samedi, le chef de l'État tunisien Moncef Marzouki est officiellement candidat à la présidentielle du 23 novembre. Un scrutin crucial pour la Tunisie près de 4 ans après la Révolution. L'actuel président a remis son dossier de candidature ce samedi matin. 17 personnalités sont officiellement candidates à la fonction suprême. Le Premier ministre Mehdi Joma a pour sa part décidé de ne pas se présenter. J'ai décidé de ne pas me présenter à l'élection présidentielle. Je resterai fidèle à mes engagements. Je resterai en tant que garant. Je me considère comme garant du succès de ces élections. Tous nos efforts seront concentrés sur ces élections. La présidentielle du 23 novembre prochain sera la première organisée depuis que la Tunisie a adopté cette année une nouvelle constitution. Le pays organise ce scrutin avec 2 ans de retard après une succession de crises politiques provoquées notamment par l'essor d'une mouvance djihadiste armée. Ce mardi, des affrontements ont d'ailleurs eu lieu près de la frontière algérienne. Les forces de sécurité ont fait face à des risques, mais comme d'habitude, elles ont réussi. Mardi, elles ont réussi à tuer 2 des plus dangereux terroristes. Le danger existe toujours, mais l'été qui vient de passer a été plutôt sûr. À l'approche de l'élection, Tunis a monté le niveau d'alerte sécuritaire d'un cran. Avant la présidentielle, les élections législatives doivent avoir lieu le 26 octobre. L'instance supérieure indépendante pour les élections doit annoncer d'ici 2 semaines la liste définitive des candidats aux 2 scrutins. Dans l'actualité également, le président kenyan Uhuru Kenyatta est convoqué devant la Cour pénale internationale le 8 octobre prochain. Il devra remettre des documents que son gouvernement retient délibérément et qui sont réclamés par les procureurs de la CPI. Pour rappel, le chef de l'État kenyan est suspecté d'être impliqué dans la crise post-électorale de 2007. En Mauritanie, après plusieurs années d'exil, les forces de libération africaines ont fait leur retour au pays. Ce mouvement politique qui a longtemps choisi la voie des armes pour lutter contre ce qu'il estime être une société discriminatoire s'est résolu à prendre un nouveau départ. Et pour symboliser ce changement, le parti a même décidé de changer de nom. Kessie Webi Martel. 3 mois après la réélection du président Mohamed Ould Abdelaziz, la question de la cohabitation entre les ethnies arabo-berbères et négro-africaines se pose toujours. Depuis l'indépendance en 1960, les populations négro-africaines se disent mises au banc de la société mauritanienne et dénoncent ce qu'elles appellent un racisme d'État. Il ne s'agit pas de discrimination entre noirs et blancs. Non, il s'agit d'une politique de discrimination, établie par le gouvernement mauritanien. Nous sommes absents dans les grands joueurs de l'État, dans les grandes institutions de l'État. Et au plan économique, nous sommes absents de l'ensemble des secteurs économiques de ce pays, privé, public, les institutions économiques, les sociétés d'État. Nous sommes totalement absents, exclus. Une exclusion contre laquelle l'ancien mouvement des forces de libération africaines se bat depuis 1983 et qui se poursuivrait jusque dans les sphères sociales et culturelles. Et au plan social, nous n'accédons pas à l'emploi parce que simplement nous avons été pénalisés par un système scolaire où des réformes ont été mises en œuvre pour nous éliminer. Nos enfants, s'ils vont à l'école, ils échouent à cause de l'arabisation. Et enfin, nous sommes éliminés ou exclus sur le plan culturel. Nous ne sommes pas des Arabes, nous sommes des négro-africains qui ont la culture Pulaar Soninké Wolof reconnue, mais on ne nous donne pas les droits liés à cette culture-là. Toutes les télévisions de Mauritanie ont été octroyées à des Arabo-berbères. Dans les radios qui existent, nous n'existons pas, nous n'entendons pas notre culture et nos langues. Pour Samba Thiam, le président Mohamed Ould Abdelaziz n'a rien fait pour corriger la discrimination. Et pour y parvenir, ce sont les fondements même de la Mauritanie qui seraient à repenser. On est parti de l'État-nation.
L'État-nation, c'est un concept occidental qui est impropre aux cultures africaines, qui est impropre aux réalités africaines. L'Afrique est une réalité composée de multiples nations. Cette réalité-là, il faut en tenir compte. Donc, il faudra éliminer le concept d'État-nation pour utiliser le concept de multination. Au moment de la campagne présidentielle, certains analystes proposaient d'organiser des États généraux sur les questions des droits des Noirs mauritaniens, une idée pour l'instant restée en suspens. Économie à présent, avec des indicateurs qui sont dans le rouge pour le Cameroun. Au premier semestre 2014, le déficit de la balance commerciale s'est élevé à 678 milliards de francs CFA, soit un accroissement de 12,8% par rapport à l'année précédente. Un reportage de notre correspondant Narcisse Noumbé. L'écart entre les importations et les exportations camerounaises se creuse davantage. Pour les 6 premiers mois de l'année 2014, le déficit de la balance commerciale au Cameroun est estimé à 678 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 12,8% par rapport à 2013. Ces chiffres ont été confirmés il y a quelques jours par le Comité technique national de la balance des paiements. Selon les analystes économiques, ce déficit est lié à la conjoncture internationale, au fort endettement du Cameroun pour financer les grands projets structurants en cours, mais aussi au recul de l'industrialisation et l'importation des produits intermédiaires ou finis à forte valeur ajoutée. Ce sont les devises camerounaises qui sortent, vont à l'extérieur. On importe tout ce dont on a besoin et nous ne produisons rien pour exporter. Donc, quand vous faites l'équilibre entre les produits de rente et les matières premières que nous exportons et les produits manufacturés de l'extérieur, vous voyez qu'il y a un déséquilibre et ce sont nos devises qui sortent comme ça du Cameroun. En 2013, par exemple, le Cameroun a importé 819,8 millions de tonnes de riz pour une valeur marchande de 212,6 milliards de francs CFA. Pour sortir de cette situation, selon les observateurs de la scène économique camerounaise, l'État doit prendre des mesures fortes et courageuses. L'agriculture peut être un levier pour réduire les déficits. Également l'industrialisation. Il faut qu'on arrive à fabriquer au moins ce dont nous avons besoin. Et tout ceci passe également par un débat plus grand que les autres appellent de tout leur vœu, à savoir la maîtrise de la monnaie. Si le Cameroun pouvait maîtriser sa propre baht, sa propre monnaie. Grâce à la mise en place des agropoles à travers les principaux bassins agricoles du pays, le Cameroun est résolument tourné vers une agriculture de seconde génération marquée par l'introduction de la mécanisation. C'est grâce à ce secteur que sa balance commerciale au sein de la CEMAC demeure excédentaire, plus 623,7 milliards de francs CFA engrangés en 2013. Insuffisant tout de même pour rétablir l'équilibre perdu il y a plusieurs décennies déjà. Le Kenya commémore ce dimanche un triste anniversaire, celui de l'attaque terroriste contre le centre commercial de Westgate à Nairobi. Le 21 septembre 2013, 71 personnes tombaient sous les balles des miliciens Shebab. Un an après, des artistes rendent hommage à ces victimes à travers un événement mêlant théâtre et poésie. Grazela Chakunti. Un hommage scénique aux victimes des attentats du Westgate. En marge des commémorations du premier anniversaire du massacre, une séance de lecture de poésie est organisée à Nairobi, la capitale kenyane. Un recueil de nouvelles émouvantes qui retrace la vie des victimes. L'initiative a réuni quelques-uns des meilleurs acteurs et comédiens de Nairobi. L'idée d'histoire du centre commercial m'est venue à l'esprit après avoir lu un article posté sur un blog intitulé « Lamentation de deuil » par Wambui Mwangi. La lecture de ce travail a été une expérience si émouvante que j'ai commencé à le lire à haute voix à la maison. Et quand je l'ai lu à haute voix, j'ai ressenti la puissance et le pouvoir des mots. Un an après la tragédie, auteurs et comédiens des histoires du centre commercial veulent exorciser coûte que coûte les démons de la haine pour enclencher le processus de guérison afin que tous, victimes comme survivants, retrouvent une once de sérénité et exorcisent la psychose. Pour être honnête, je n'ai pas beaucoup confiance en notre système de sécurité. Alors, si la question est de savoir si je me sens capable d'aller n'importe où sans crainte pour ma vie parce que je fais confiance à nos forces de sécurité, alors la réponse est non. Ce n'est pas le cas.
je ne me sens pas vraiment en sécurité dans ce contexte, mais je ne me promène pas non plus avec la peur d'exploser, car malgré tout, la vie doit continuer. L'attaque terroriste du Westgate, revendiquée par le mouvement djihadiste somalien Shebab, avait fait au moins 67 victimes. Un an après, l'horreur de l'attaque reste présente dans les esprits. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du QG Week-end.